Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire Julius Sterwen qui est consacré à un sujet hautement d'actualité. On le sait tous, cette crise sanitaire a eu pour conséquence d'accélérer les transformations, c'est ce qu'on a retenu. Parmi ces transformations, on le sait bien aussi, on parle de réorganisation, bien sûr, voire parfois de restructuration. On ne va pas se mentir non plus. Maintenant, décider une transformation, c'est bien. Une ambition, une cible, c'est bien aussi. Mais ça reste encore théorique. En fait, faire en sorte que la réorganisation ait porté ses fruits une fois qu'elle a été réalisée, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'on ne fait pas une réorganisation juste pour l'avoir fait, mais pour ajuster un modèle opérationnel, ajuster une gouvernance et un nouvel environnement à des besoins de clients pour aller chercher une meilleure fluidité, une meilleure efficacité. Bon, c'est ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de ce sujet qu'on va débattre. C'est sur ce sujet qu'on va partager, sur la manière avec laquelle mettre toutes les chances de réussir ces réorganisations. Ce webinaire, il s'inscrit dans une série d'événements Julius Sterwen, de conférences, de webinaires donc, qu'on organise tout au long de l'année et en particulier cette semaine, puisque cette semaine pour Julius Sterwen, c'est la semaine de la transformation, et oui. C'est un rendez-vous annuel qu'on organise tous les mois d'octobre et qui concentre sur une semaine beaucoup de débats et d'interventions sur toutes les thématiques clés de la transformation. Le thème de la semaine de la transformation cette année, c'est les 1001 visages de la transformation. Et évidemment, le thème de ce séminaire tombe à pic de façon évidente. Je vous dis juste deux mots de qui nous sommes chez Julius Sterwen. Nous sommes un cabinet de conseil en transformation et en innovation. On accompagne, on aide les entreprises et les organisations à s'adapter et à tirer les bénéfices en fait des grandes mutations, qu'elles soient économiques, numériques, écologiques, sociales, sociétales, dans leur environnement. Et on a en particulier une expertise forte sur les organisations, les restructurations, avec une particularité chez nous, et qui est une conviction sur laquelle on s'est construite, c'est que les réorganisations, les transformations ne se font pas sans l'humain. Voilà. Donc l'humain est au centre en fait de toutes nos réflexions et de toutes nos actions sur ces sujets en particulier et plus globalement. Si je reviens au sujet du jour, comment faire pour réussir ces réorganisations? Les questions qu'on va se poser sont les suivantes, elles étaient dans l'invitation. Comment on va aborder les chantiers de réorganisation? Quels sont les facteurs clés de succès? Qui on doit embarquer dans ces réflexions? Comment on va travailler sur l'engagement? On sait bien qu'il y a une population qui est particulièrement centrale et importante dans ces réorganisations, c'est le collectif managérial. Quel rôle clé, en fait, on va faire jouer à ces managers et bien sûr, toutes les autres questions qui vont émerger dans le fil du débat. Et pour nous éclairer sur ce sujet, aujourd'hui, on a avec nous des grands témoins qui ont beaucoup à dire sur le sujet des réorganisations. Donc, je leur dis déjà un grand merci. Il s'agit d'abord d'Isabelle Sonneville, qui va se présenter plus avant tout à l'heure, qui est Chief Transformation Officer chez AXA Group Operations. On a avec nous François-Xavier Lemaire, qui est directeur général adjoint du groupe Stellian et qui est notamment en charge de la transformation de ce groupe. Et puis, on a Igor de Langsdorff, qui est mon camarade et partenaire chez Julius Sterwen et qui est spécialiste des réorganisations et des restructurations et qui donnera également son point de vue d'observateur. Voilà. Je suis absolument certain qu'ils vont tous les trois nous apporter un éclairage qui est très riche, très concret, avec des exemples justement pour que ça vous soit utile à vous dans l'assistance. Et puis, ils pourront bien sûr répondre à vos questions. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, poser la première question à nos invités. Vous êtes connecté à ce webinaire avec un outil de webinaire. Sur cet outil, je voulais simplement, et c'est ce que vous voyez sur cette planche-là, que vous notiez l'endroit où vous pouvez poser vos questions, parce qu'évidemment, on va débattre, on va échanger, et à la fin, on réservera un temps pour répondre à ces questions. Et Caroline Péririn, que j'ai pas présentée, pardonne-moi Caroline, est avec nous aussi, et elle va collecter toutes ces questions au fur et à mesure et les poser à nos invités à la fin. Donc surtout, n'attendez pas la fin pour poser vos questions, posez-les au fur et à mesure, au fil justement des échanges et des débats. Et Caroline fera ce travail à la fois de synthèse, de structuration, et puis elle posera les questions dans les derniers temps de ce webinaire, donc qui se terminera à midi pétante. C'est notre engagement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, Isabelle, je me tourne vers toi. Est-ce que, comme je le disais, est-ce que tu peux te présenter un peu mieux que je ne l'ai fait, et puis
nous donner quelques éléments de contexte sur AXA Group Operations, ses métiers, ses particularités, son contexte. Et puis ensuite, je te demanderai de nous dire quels sont, selon toi, justement, les facteurs clés de succès pour réussir une organisation. Isabelle. Oui. Merci et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par me présenter. En effet, donc je suis en charge de la transformation pour Groupe Opération au sein du groupe AXA. Qu'est-ce que cette entité Groupe Opération? En fait, elle regroupe les activités de l'ordre de la tech et de la data, ainsi que de la sécurité pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est une activité transverse, c'est une activité internationale puisque nous opérons sur 16 pays dans le groupe. Alors, moi-même, personnellement, je suis dans le groupe AXA depuis 11 ans, mais plus particulièrement dans ma fonction de transformation depuis début 2018. Et donc, ici, la transformation réfère davantage à l'aspect RH, communication et accompagnement du changement. Donc, je ne suis pas la spécialiste de l'IT, mais c'est vraiment la transformation sous l'angle des people. Alors, Groupe Opération a des nombreux challenges depuis quelques années et certainement encore pour les années à venir. Alors, pourquoi? Tout d'abord, nous avons fusionné deux entités qui faisaient de l'informatique au sein du groupe AXA en une seule. C'est devenu donc Groupe Opération. Et depuis lors, nous sommes dans des réorganisations extrêmement régulières de l'ordre de 2 par an, puisque nous les groupons, donc une en janvier, une en juin, avec l'ambition tout simplement de transformer le groupe AXA dans une compagnie tech-led, puisque l'avenir de l'assurance passe par la technologie. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon positionnement de cette activité pour transformer AXA dans une entreprise qui est orientée client, mais à travers le digital. Alors, les facteurs clés de succès, tu m'as posé la question. Donc, j'en vois 3. Le premier facteur, c'est certainement de créer du sens. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, pourquoi va-t-on dans une certaine direction? Donc, point de départ pour que les collaborateurs puissent être embarqués, puissent comprendre là où nous allons. Et c'est de plus en plus important, cette création de sens, et ça passe par beaucoup de communication. Deuxième facteur clé de succès, c'est l'alignement du management. Là aussi, il faut que nous parlions tous d'une même voix et donc que les leaders soient complètement à bord à tous les niveaux de responsabilité pour aller dans la même direction. Et le dernier élément, c'est l'accompagnement. Même si on a compris la direction, cela ne veut pas dire que chacun a compris la conséquence pour sa propre activité. Donc, les aspects de rôle, responsabilité, process, c'est extrêmement important. Ça n'est pas de l'ordre du détail. Ça permet vraiment d'engager les collaborateurs sur la nouvelle voie qui est tracée. Et bien entendu, toujours avec le souci d'accompagner le changement en termes sur le plan plus émotionnel. Donc, la reconnaissance du travail accompli, l'empathie pour les situations individuelles, essayer de trouver les meilleures solutions win-win pour chacun. Voilà, ce seraient les 3 facteurs clés de succès en tout cas, selon mon expérience, sont importants. Très bien. Merci Isabelle. François-Xavier, si tu peux également te présenter et puis nous dresser un tableau rapide de ce groupe Stellian là, qui est en pleine croissance. Je te poserai aussi donc la même question qu'à Isabelle. Quels sont selon toi les facteurs clés de succès pour réussir une réorganisation? Voilà, ce qui nous fera une belle introduction pour ce sujet. Merci Marc, bonjour à tous. Donc je suis en charge de la transformation au sein du groupe Stellian. La transformation, ça regroupe à la fois tout ce qui est ressources humaines, informatique, innovation, entre autres sujets. J'ai rejoint le groupe Stellian il y a quelques années. Avant, j'ai eu quelques autres années dans l'assurance, entre autres chez AXA, et quelques années auparavant dans le conseil, pas chez Juliette Serwan, mais ailleurs. C'est pas grave. Le groupe Stellian, qu'est-ce que c'est? Le groupe Stellian, en quelques mots, c'est une plateforme de service à l'assurance que vous connaissez peut-être indirectement. En gros, ce sont des experts qui viennent chez vous, donc qui s'occupent d'expertise de dégâts des eaux, par exemple, quand vous avez un dégât des eaux. Mais ça va aussi jusqu'à l'expertise de l'usine de Lubrizol, donc c'est du plus petit au plus grand, je dirais.
Ça s'occupe également de gestion de crise lors de cyberattaques, ça s'occupe également de détection Covid et des demi-marins sur le Charles de Gaulle, ça s'occupe également de télémarketing, de souscription, d'assurance, de gestion de sinistres, mais également, par exemple, de gestion de sinistres des stations Total. Voilà, donc c'est un périmètre assez large qui embrasse en gros l'ensemble des risques et qui gère tous ces risques. Transformation, tu le disais, croissance importante. Il y a 10 ans, on faisait 100 millions, on en fait 300. On faisait 1000 personnes, on fait 3000 personnes. On était 11 sociétés, on est un groupe maintenant. Et on achète, bon an, mal an, on acquiert 2 ou 3 entreprises par an. Ce qui évidemment entraîne des impacts en termes d'organisation extrêmement importants. Et puis, dernier point aussi, on est passé d'un seul métier et l'expertise à beaucoup de métiers. Et ça décentre beaucoup de personnes et beaucoup de choses. Réponse à ta question, les 3 facteurs clés de succès. Je reprendrai le même qu'Isabelle en premier, que j'appelle. T'en as 4, je t'en voudrais pas. J'aurais 3 plus 1 en l'occurrence. D'abord, une vision partagée, effectivement. L'important, c'est de savoir où on va et comment on y va et pourquoi on y va. C'est vraiment le point cardinal. Deuxième élément, ça rejoint un petit peu également ce que disait Isabelle, je formulerai peut-être un petit peu différemment, c'est de l'importance de savoir dans cette aventure quelle est ma place. Donc c'est la place de l'individu dans un qui fait quoi, et on voit bien que lorsque tout change, lorsque tout bouge, il est extrêmement important de rassurer les uns les autres en plein milieu de changement sur leur place dans un organigramme. Ça peut sembler trivial, mais c'est souvent les questions qui sont posées le plus rapidement possible dans les réorganisations. Troisième point, je dirais la place du collectif. Lorsque tout change, lorsque beaucoup de choses changent, on voit l'importance de cette dimension collective et en particulier de l'équipe animée entre autres par le manager. Et la colonne vertébrale de tout ça, Isabelle l'a dit, c'est évidemment le manager. Le 1, le 2, le 3 ne sont possibles que si le management fait son travail et est porteur de sens, acteur de proximité et générateur d'une solidarité de proximité. Ok. Il faudra qu'on reparle de ce manager par la suite. J'avais une question pour toi. Dans mon introduction et même dans l'invitation, en fait, j'ai parlé de réorganisation et de restructuration. Est-ce que tu peux nous dire finalement la différence que tu fais entre les deux, s'il y en a une, et ensuite je te laisserai peut-être réagir sur ces facteurs clés de succès qu'Isabelle et François-Xavier ont décrits. Peut-être que tu voudras les compléter, Igor. Ça marche. Écoute, Marc, alors tout d'abord, effectivement, donc moi je suis Igor Dangsdorff, j'ai rejoint le groupe Julier Stawen il y a une vingtaine d'années et j'interviens effectivement principalement sur des missions d'organisation, donc depuis la définition même des organisations jusqu'à l'accompagnement à la mise en place de ces réorganisations chez les clients. Donc vraiment 20 ans d'expérience dans l'organisation. Et pour répondre effectivement à ta première question, Marc, sur la différence entre une réorganisation et une restructuration. Alors, je dirais effectivement de manière assez simple que en fait, les deux, on est bien dans des formes de transformation d'organisation avec peut-être des échelles différentes. C'est-à-dire que sur la restructuration, on va plutôt parler d'une refonte en profondeur avec un impact sur l'emploi et le social qui est supérieur à une réorganisation. Quand on parle de restructuration, effectivement, c'est un mot en général qui fait plutôt peur, en tout cas plus peur qu'une réorganisation. On l'associe souvent à ce qu'on appelle réduction d'effectifs, sortie d'effectifs, coupe de dépenses. Là où, en fait, dans une réorganisation, on va plutôt souligner le côté recherche d'efficacité, de performance, de simplification des interactions entre les différentes équipes. Donc, voilà à peu près la différence que je ferais entre ces deux restructurations et réorganisations, mais ça reste, encore une fois, des schémas de transformation d'organisation. Alors, évidemment, je partage complètement, en tout cas, quel que soit le schéma de transformation de l'organisation, ce que disaient effectivement Isabelle et François-Xavier sur l'importance du sens, sur le besoin d'accompagner les équipes et sur le rôle clé que va avoir le manager dans cette transformation-là pour porter tous ces messages-là. Moi, ce que je rajouterais aussi comme point, et par rapport au vécu d'accompagnement de ces types de missions que j'ai pu avoir, c'est le point clé, c'est un travail d'équipe en fait. Une réorganisation, une refonte d'organisation, ça se fait vraiment dans la complémentarité entre à la fois la direction générale qui va apporter une vision stratégique à cette réorganisation,
la direction financière qui va poser le cadre, les chiffres, le financier, qui va d'ailleurs piloter la partie économie, les métiers qui vont devoir se réinventer, repenser leur façon de travailler, de fonctionner dans le cadre restreint défini par l'atteinte de ces objectifs financiers et de la vision stratégique. Et la RH, dans tout ça, en fait, il ne faut pas qu'elle soit limitée à traiter les conséquences de la réorganisation. Elle doit être aussi embarquée assez tôt, au même titre que les autres, dans cette réflexion-là, parce qu'elle va apporter un regard à la fois sur la connaissance des compétences et des besoins de compétences dans cette nouvelle organisation. Elle va aussi adresser les impacts que vont avoir les collaborateurs sur cette réorganisation et sur la réflexion qu'elle va avoir. Donc, on voit bien là que la RH doit être embarquée assez tôt, au même titre que les autres, dans cette réorganisation-là. Elle aura aussi en charge, effectivement, le rôle des impacts sociaux et des impacts juridiques de cette réorganisation-là. Donc, on voit bien qu'elle a besoin, au même titre que les autres, dans ce collectif, d'être embarquée pour cette réorganisation-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un point clé de travailler ensemble dans ce collectif, dans cette réorganisation. Il y a peut-être un autre point aussi que je rajouterais dans les facteurs clés, qui est plutôt peut-être un point méthode aussi, qui est du vécu. Ce point méthode, à mon avis, il faut quand même qu'on puisse en parler, parce que si on ne le traite pas, c'est un point sur lequel derrière, on peut avoir peut-être des difficultés dans le traitement. C'est que quand on aborde une réorganisation, je pense qu'il faut d'abord parler postes et non pas parler personnes. Et souvent, on est souvent dans des raccourcis. C'est-à-dire que les métiers qui vont retravailler sur l'organisation vont plutôt penser, raisonner d'abord personne et faire évoluer l'organisation en fonction des personnes. Encore une fois, l'organisation, elle est surtout, on va retravailler sur l'organisation, sur la structure. Après, c'est les postes qui évoluent et c'est les personnes sur les postes-là qui vont être impactées par l'évolution de ces postes. Mais on raisonne bien d'abord poste et non pas raisonner personne en premier. Ok, donc j'ai bien noté qu'il y avait un trinôme qui était important, le DG, le DAF, bon, appelons-le comme on veut, ou appelons-la comme on veut, et le ou la DRH. Je te fais revenir simplement sur le sujet réorganisation versus restructuration. Justement, tu viens de donner des éléments de méthode. En 2 mots, qu'est-ce qui différerait dans l'approche, justement, sur la base de la définition que tu as donnée? Qu'est-ce qu'on va adresser de façon différente entre une réorganisation et une restructuration? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en termes sur la méthode, pour moi, on aborde ces sujets de la même manière. On est encore une fois dans des transformations d'organisation. Pour moi, ce qui va plutôt changer, c'est les moyens et les mesures d'accompagnement qui vont être mis en place. Quand on va parler d'une restructuration, on va plutôt parler de reclassement en externe, d'accompagner les collaborateurs en dehors de l'entreprise. Là où dans les réorganisations, on va plutôt se focaliser sur aider les collaborateurs à retrouver un poste au sein de l'organisation si le poste sur lequel il est n'existe plus, à prendre de nouvelles responsabilités dans l'organisation et à l'aider à se positionner dans cette nouvelle organisation. Donc voilà, donc pour moi la méthode elle va être la même. C'est d'abord on travaille sur la définition même de l'organisation, sur sa structure organisationnelle, l'impact que ça va avoir sur les postes, l'impact que ça va avoir sur les personnes, les mesures d'accompagnement auprès de ces personnes-là. Et ensuite, on a la discussion, le dialogue social, la communication. En termes de méthode, on est sur les mêmes. Après, c'est plus les moyens et encore une fois, les mesures d'accompagnement qui vont être différentes. Ok, très clair, merci. Et à tous, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans l'outil, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas. Isabelle, je me tourne vers toi à nouveau pour aborder une des questions là, qui était dans l'invitation à ce webinaire. Une réorganisation, ça bouscule les habitudes, ça nécessite de se remettre en cause, ça inquiète forcément. Et à la limite, les collaborateurs, les managers n'ont rien demandé. En fait, c'est une décision d'entreprise. Alors, comment on fait pour que toutes ces personnes qui n'ont pas forcément demandé qu'il y ait un changement restent engagées, qu'elles trouvent une réponse à la fameuse question « What's in it for me » ? Oui. Mais tout d'abord, Igor a parlé de la différence entre réorganisation et restructuration, et je partage le fait que a priori, la démarche est effectivement la même. Après, tout dépend un peu des conséquences. Mais effectivement, et donc, que faire pour que le personnel reste engagé? La première chose, à mon sens, c'est le parler vrai. Voilà, c'est la transparence. Alors, bien entendu, souvent, le management lui-même ne sait pas, au tout début, en tout cas, quelle va être exactement la feuille de route. Mais en tout cas, le parler vrai, la transparence au maximum des possibilités,
pour moi, c'est absolument essentiel. Ça va donner le sentiment au personnel que on est sincère, que le management est réellement impliqué, qu'il n'y a pas de jeu politique, et donc ça va permettre de donner de la perspective, tout simplement. Le deuxième élément, je pense, c'est la bienveillance, malgré tout. Ça crée toujours de l'inquiétude, c'est normal, mais à mon sens, il est possible de faire des réorganisations et même des restructurations avec bienveillance, dans un esprit win-win. Alors, ça veut dire quoi win-win? Eh bien, cela veut dire on essaye de trouver les meilleures solutions possibles pour l'entreprise et pour les collaborateurs, et aussi bienveillance à l'égard de ceux qui restent. On les oublie parfois, mais pour ceux pour lesquels il y a des solutions d'avenir, il demeure qu'il y a beaucoup de managers qui doivent faire plus avec moins, qui doivent se réadapter. Et donc, vraiment, un accompagnement spécifique pour ceux-là, c'est essentiel. Ensuite, peut-être le dernier élément, et ça ressort quand même de pas mal d'études, c'est ce qui est en général un facteur d'engagement pour le collaborateur, c'est son quotidien et c'est également la proximité avec son manager direct. C'est l'environnement dans lequel le travail se passe. Donc, on a déjà référé à plusieurs reprises au manager, donc voilà, j'y reviens. La façon dont le manager gère cette période, l'esprit d'équipe qu'il peut créer pendant cette période, ça va aussi faire la différence. Ça va donner un sentiment de sécurité qui va permettre de traverser la période dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc ce serait pour moi les trois axes, le parler vrai, la bienveillance et la proximité du management. Et quid, Isabelle, de la reconnaissance des efforts donc, qui sont accomplis forcément par ces collaborateurs et ces managers qui vont contribuer à cette réorganisation qui les inquiète eux-mêmes? Voilà, alors je parlais de bienveillance et je soulignais l'attention apportée à ceux qui restent. Il ne faut pas oublier que pendant ces périodes-là, le management et toutes les personnes impliquées sont extrêmement sollicitées. Donc, elles s'aperçoivent au fur et à mesure qu'il va falloir repenser toute une série de choses, que donc ça c'est du travail en plus avec souvent moins de moyens et il est important de penser à la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, ça prend différentes formes. C'est une reconnaissance pour le travail accompli et ça, c'est dans les relations interpersonnelles au quotidien, mais ça peut aussi passer par des éléments de rémunération. Donc, n'oublions pas de souligner les efforts de ceux qui ont dépassé ce qu'on attendait au quotidien. D'accord. Ok. François-Xavier, je me tourne vers toi. Est-ce que, justement, dans toutes les réorganisations, notamment liées aux acquisitions, à la croissance de Stelian, nous donner quelques exemples donc, de réorganisation qui pourraient illustrer la manière avec laquelle vous vous y êtes pris, justement, pour, entre guillemets, faire passer ces réorganisations, les réussir, faire qu'effectivement, à la fin de la réorganisation, cette organisation cible fonctionne mieux qu'elle ne fonctionnait auparavant. Voilà, comment vous avez fait avec quelques exemples? Alors, 3 exemples qui sont tous de tailles différentes. Hein. Effectivement, tu citais le projet d'entreprise. On a lancé un projet d'entreprise One en début d'année, en plein milieu de la crise Covid. Ça me semblait important. Donc ça, c'est un premier exemple de réorganisation, je peux y revenir. Deuxième exemple, effectivement possible, les acquisitions, les intégrations. Et troisième exemple, de manière beaucoup plus réduite, mais tout aussi importante, les micro-organisations, réorganisations dans une équipe. Si j'en prends un, par exemple One, mais c'est exactement la même logique pour les autres. Hein. Projet d'entreprise, ça commence par un projet partagé, par une vision partagée, c'était dit. Et je le redirai. Et donc là, c'est tout un travail qui est un travail à grande échelle, mais c'est pareil pour une petite équipe, arriver à partager le sens de pourquoi on le fait, c'est quoi le sentiment d'urgence, qu'est-ce qui fait qu'on veut changer, qu'on doit changer. Et ça peut être un impératif technologique, un impératif concurrentiel, un impératif client, etc. Donc, partager le sens de la raison pour laquelle on change.
là où on veut aller, la direction dans laquelle on veut aller, est extrêmement clair sur cette direction-là, et c'est ce que disait Isabelle, hein, de l'importance de la transparence dans le discours. Donc ça, c'est la première chose sur la vision partagée et embarquer des collaborateurs d'un point A à un point B. Il faut être extrêmement clair également dans la façon d'y aller et sur les différentes étapes pour y aller, sur l'accompagnement qu'on met en place, parce que dans tout changement génère un certain nombre d'inquiétudes. Et donc, il est extrêmement important de rassurer l'ensemble des collaborateurs, c'est vrai là aussi à grande échelle comme à petite échelle, sur l'accompagnement qui est mis en place en termes d'organisation, de formation, de communication, etc. etc. Donc, rassurer sur le fait que les personnes ne seront pas laissées seules dans la transformation. Rassurer aussi sur l'importance de la place de chacun, parce que très rapidement, dans toute réorganisation, la question qui va être posée, c'est « et moi là-dedans », c'est ce que tu disais dans le « What's in for me ». Quelle va être ma place, in fine, dans cette réorganisation. Et après, qu'est-ce que je vais devoir faire? Soit effectivement, tu as un changement d'outil, et donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire après? Soit j'ai un changement de poste, et donc comment je vais être accompagné dans ce changement de poste? Est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir être au niveau du nouveau poste? Si je dois changer de région, ça peut se passer, comment est-ce que ce changement de région va se faire? Et puis dans les réintégrations, dans les intégrations acquisitions, il peut y avoir 2 directions, elles ne deviennent plus qu'une, et là-dedans, moi, qu'est-ce que je deviens? Donc, très très vite, dans une réorganisation, la question qui se pose, c'est « et moi, quel est mon avenir et comment je suis accompagné ?» Et là, il faut être extrêmement clair sur à la fois l'avenir et dire très fortement cette réorganisation, elle se fait avec tous, ce qui peut être une des différences, je disais Igor, avec la dimension de restructuration, hein, et là aussi, il faut être extrêmement clair sur parfois ça ne se fait pas avec tout le monde et comment on accompagne vers l'extérieur ceux avec qui ça ne se fait pas. Mais dans le cadre de l'organisation, ça se fait avec tout le monde et affirmer très rapidement, très tôt, ce primat de l'ensemble. Donc, ce que je viens de dire, ça s'applique encore une fois à toutes les échelles, hein, et on va retrouver à chaque fois cette dimension à la fois de vision partagée, cette dimension d'être clair sur l'organisation, cette dimension d'accompagnement, et à chaque fois au cœur, on va retrouver encore une fois le manager qui va porter le sens, le manager qui va dire l'organisation, la réorganisation, et parce qu'il a un crédit auprès de son équipe, il va être capable il va être légitime pour porter en gros cette parole vraie. Et puis le manager aussi qui va accompagner dans le développement, dans l'accompagnement humain, dans ce collectif. Et là aussi, il est au cœur de cette réorganisation. Donc on retrouve les mêmes ingrédients, les 3 mêmes ingrédients, on retrouve la même colonne vertébrale, quel que soit le type et l'échelle de la réorganisation. D'accord. Alors, effectivement, le manager, là, le pauvre, il en a plein sur les épaules. Là, on l'a entendu au début avec Isabelle, tu nous en parles là, François-Xavier. Igor, là, sur ce manager-là, et son rôle qui revient tout le temps dans ces sujets de réorganisation et dans d'autres sujets d'ailleurs. Comment on fait pour adresser cette couche managériale, Igor, une couche managériale à qui on demande de faire déjà tant de choses par an? C'est peut-être ça la difficulté aussi. Non, effectivement, mais c'est peut-être ça aussi la difficulté. Mais j'aime bien le terme effectivement que tu utilises, François-Xavier, de colonne vertébrale, parce qu'effectivement le manager va vraiment être le relais sur le terrain auprès des équipes de ce sens, de cette bienveillance. Donc il faut vraiment effectivement compter sur ce manager-là. Alors comment en fait du coup et comment l'adresser auprès des managers? En fait, il faut avoir un coup d'avance avec les managers. Alors bien évidemment, dans le respect du calendrier social, etc., pas de délit d'entrave social, mais il faut avoir un coup d'avance avec le manager. Il faut lui d'abord annoncer les messages à véhiculer auprès de ses équipes, s'assurer qu'il a bien compris ces messages-là. Et puis travailler sur ce sens auprès du collectif. Mais le manager, il n'a pas aussi que ce rôle auprès du collectif. Il y a, comme on le disait, des personnes qui vont être impactées directement par cette réorganisation parce que leur poste va disparaître, parce que leur poste va être transformé, parce que je vais perdre un rôle de management dans cette relation. Et pareil, il faut demander au manager aussi d'être le relais auprès de ces équipes-là, de s'assurer auprès de ces équipes-là, de cette compréhension-là, de leur dire, comme disait aussi François, qu'on ne va pas les laisser et que du coup, on va vraiment les accompagner aussi dans le repositionnement, le reclassement. Voilà. Et le manager doit expliquer ça. C'est hyper désagréable pour un collaborateur d'apprendre de manière collective dans une présentation après avoir déposé les dossiers auprès des IRP, d'apprendre que son poste est coupé, qu'il perd son rôle de manager. Je pense qu'il doit l'apprendre
en avant et que le manager doit accompagner individuellement ces personnes-là qui sont directement impactées et touchées par ces réorganisations. Donc, ce rôle de manager-là est clé. Et après, le manager, il ne sait pas forcément le faire, ce truc-là. C'est-à-dire de parler à quelqu'un qui lui dit tiens, ton poste est coupé, le manager il ne sait peut-être pas comment le faire ou comment le prendre. Dire à un collaborateur dans son équipe tiens, toi tu perds ton rôle de manager, tu n'as plus de management dans tes équipes, tu vas avoir un autre rôle. Et il ne sait pas forcément le faire. Et là, il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on l'accompagne là-dedans sur porter ces messages-là. Oui, d'accord. Isabelle, François-Xavier, là, sur ce rôle du manager, ou comment on fait pour aider les managers justement à prendre ce rôle, est-ce que l'un de vous veut… Vous voulez en parler tous les deux d'ailleurs, mais Isabelle, allez. Oui, mais Igor, bon, ce que dit Igor résonne extrêmement fort et c'est tout à fait vrai. D'abord, je vais peut-être revenir sur la notion de parler vrai, hein, mais la première chose à faire pour les aider, c'est de leur dire les choses telles qu'elles sont. Et je suis souvent surprise par le niveau de maturité du management à partir du moment où voilà, on leur dit la réalité, même si elle est difficile. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, exactement ce que je disais, je dirais, il faut les équiper. Voilà, il faut les équiper. Et donc, pour les équiper, très concrètement, ça veut dire leur donner un coup d'avance. Ça veut dire très concrètement, c'est une communication quasiment minutée où ils ont une forme d'information en primeur en parallèle des IRP et cette information, ils doivent avoir l'occasion de la digérer, de poser leurs questions. Voilà un peu la boîte à outils pour pouvoir passer les bons messages à leurs collaborateurs et ne pas se trouver eux-mêmes en situation difficile. Donc ça, ils y sont extrêmement sensibles. Donc dans toutes les cascades de communication, il faut, je pense, tenir ça à l'esprit et c'est une organisation de la communication qui est quasiment parfois minutée parce que oui, ils peuvent être un peu dépourvus quand il s'agit de passer des messages difficiles. Après, malgré tout, je voudrais aussi souligner que il faut aussi insister auprès d'eux sur ce qu'on attend. Parce que il n'est pas rare d'être confronté à des managers qui vont plus avoir l'attitude de dire mais c'est pas moi, c'est au-dessus de ma tête. Et ça va pas non plus. Donc je pense que préciser clairement ce qu'on attend d'eux en début de processus, c'est important. Donc montrer du leadership, bon certainement quand il y a parfois des nouveaux managers ou des managers de grandes équipes qui n'ont pas nécessairement connu ce genre de période de réorganisation, c'est important. Et le dernier petit point, c'est malgré tout de prendre le pouls régulièrement. Maintenant, on est bien équipé pour faire des enquêtes rapides et donc quand on a fait une séance de communication, retourner vers eux très vite en disant bon, c'était comment, est-ce que vous avez été équipé comme il fallait, à quoi doit-on penser pour la prochaine fois. Donc rester en contact et être dans une logique d'amélioration continue pour qu'ils se sentent écoutés et qu'on aille vers un mieux à chaque nouvelle étape de communication. Voilà, c'est quelques éléments que je mettrai sur la table. Et ce sont, sur ce dernier point, Isabelle, ce sont des enquêtes ou bien est-ce que ce sont les RH qui prennent le pouls en mode… Non, c'est des enquêtes. C'est des enquêtes, oui, très courtes, quelques questions très faciles. Ça prend 3 minutes. Il y a toujours un champ pour mettre un commentaire et donc ça se passe 2-3 semaines après les grands moments de communication autour des réorganisations. Très bien. Voilà. François-Xavier, le manager. Ta réaction. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans le monde de Stellian, c'est qu'on est un monde d'experts. Et donc, dans un monde d'experts, ça veut dire quoi devenir manager? Et donc, on a tous en tête le super expert qui devient manager parce qu'il est super expert. Et c'est pas forcément le meilleur manager. Et donc, une des difficultés qu'on a, ou le point de départ, je dirais, c'est de définir le référentiel managérial. Qu'est-ce qui fait que on va partager une définition commune du management et dire aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire, que tout le monde ne peut pas être amené à être manager et qu'un bon expert n'est pas forcément un bon manager. Donc, la première chose, c'est de définir le référentiel managérial. On a tous en tête des différents référentiels managériels, leader, boss, coach, etc., etc. Donc, la première chose, c'est ça. Deuxième chose, évidemment, c'est une fois qu'on a dit ce qu'on attendait du manager,
c'est ce que disait Isabelle, il faut les former, il faut les accompagner, parce que c'est un métier extrêmement exigeant, que certains adorent et que d'autres laissent, parce qu'il est compliqué comme métier. Et donc, on a des managers qui arrêtent ce métier-là parce que c'est un métier compliqué, exigeant. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire en termes de formation. Dans les formations qui réussissent, toute la dimension co-développement, par exemple, je trouve est assez intéressante. Le fait de créer des groupes partagés de managers dans lesquels ils peuvent partager leur expérience. Je trouve que dans les différentes techniques de formation, c'est une technique intéressante. Et ensuite, peut-être troisième point, le manager se dit souvent seul. Donc, il faut bien sûr qu'il soit accompagné en termes de formation, mais comment l'ensemble des services transverses viennent en soutien du manager. C'est vrai de la RH, c'est vrai de l'informatique, c'est vrai de l'ensemble des fonctions transverses, c'est vrai de sa hiérarchie. Mais le manager de proximité en particulier, dont on sait le rôle absolument cardinal et capital dans l'organisation, se sent souvent seul. D'où l'importance de ce que disait aussi Igor sur le fait de lui donner un coup d'avance. Mais j'ai une attention toute particulière sur le fait que, au-delà de tout ce qu'on a dit sur l'accompagnement et la formation, il faut vraiment que l'ensemble des fonctions de l'entreprise se mettent aussi au service et aux côtés du manager pour pouvoir l'accompagner dans son métier. D'accord. Et bon, là, on vient de parler de cette population des managers dont on voit bien que, là, j'ai envie de dire presque le rôle principal pour que ça réussisse, ces réorganisations. Alors, maintenant, il n'y a pas que la population des managers. Si on avait identifié, peut-être un peu à l'image des personas, les grandes populations vis-à-vis desquelles il faut travailler, desquelles il faut se soucier, ou pour lesquelles il faut trouver des modalités d'accompagnement particulières, ou des modalités de communication particulières. Si on avait à dresser ces grands personas, en fait, dans le cadre d'une réorganisation, François-Xavier, toujours, ça fait du sens ou Ouais, là, la question n'est pas simple parce qu'en fait, ça dépend des réorganisations. Oui. Je dirais Peut-être que tu dans peux l'illustrer dans tes réorganisations que tu as connues ou dans les trois exemples que tu as donnés. Dans toutes je prends par exemple les acquisitions. Dans une acquisition, il y a bien sûr identifier très rapidement les personnes clés. Donc avoir identifié très rapidement dans l'ensemble des deux structures qui sont rapprochées quelles sont les personnes clés de manière à certaine qu'on les embarque, qu'elles participent de la vision partagée et qu'on les garde. Ensuite, il y a bien sûr tous les collaborateurs qui peuvent se sentir mis en danger par le rapprochement des différentes structures. Et donc là, il faut identifier très rapidement les personnes dont le poste est supprimé ou en très forte évolution. Donc là, c'est toute la dimension de l'impact du changement, les analyses d'impact qu'il faut faire organisation par organisation. Ensuite, il peut y avoir, au-delà de ces catégories d'impact, on peut raisonner en termes de plus ou moins grande proximité à l'entreprise. C'est-à-dire que je pense aux personnes qui ont au 25-35, au 40-45 et au plus de 55. Et donc là, on a ensuite, en termes de tranche d'âge, on peut avoir des sensibilités différentes. Et donc, on peut être amené à porter, et il faut porter une attention différente à ces différentes populations d'âge parce qu'elles ont une relation à l'entreprise différente et donc une réaction différente aux réorganisations. Et donc, au-delà dans le cadre de l'impact de l'analyse du changement, il faut aussi avoir ce prisme un petit peu particulier au-delà des métiers, des différents âges des populations parce qu'ils réagissent différemment aux différentes organisations. D'accord. Igor, de ton côté, un mot à dire là-dessus, justement en dehors des managers, est-ce qu'il y a des populations particulières qu'il faut adresser ou adresser différemment ou particulièrement? Igor? Je reviendrai effectivement un peu sur ce que disait François-Xavier, mais effectivement, on pense assez facilement aux collaborateurs qui sont impactés par ces réorganisations. Ouais. Donc du coup, on va dire, je peux avoir autant de typologies de population en fonction des différents impacts, donc autant de, on va dire, personnels, entre ceux qui perdent leur poste, donc comment derrière je les accompagne, ceux qui vont avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que le poste prend plus d'ampleur, et donc il va falloir que je les accompagne différemment. Donc en fait, j'ai autant de catégories de personnes sur lesquelles je peux me poser autant de questions avec des mesures d'accompagnement vraiment distinctes en fonction de ces personnes-là, auxquelles il y a aussi l'âge aussi à prendre en compte, comme le disait François-Xavier. Donc là, j'ai autant de personnel.
Mais là, donc, c'est vraiment la facilité, c'est de dire, OK, il y a ces personnes qui sont impactées, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas impactés, au fait, qui ne sont pas impactés dans l'organisation, alors directement, mais on va dire indirectement impactés, on va dire ceux qui travaillent dans des équipes où l'équipe est réduite. Donc, du coup, je vais me retrouver avec moins de personnes, moins de collègues dans l'équipe. Même s'ils ne m'ont pas impacté, je vais peut-être avoir le sentiment de me dire, tiens, je vais récupérer plus de charges de travail. Je vais peut-être, est-ce que j'ai bien compris le sens de la nouvelle organisation parce que je reste dans cette équipe-là. Après, dans des restructurations, ceux qui restent aussi, Isabelle l'évoquait tout à l'heure, il y a effectivement ceux qui restent. Il faut aussi les accompagner, ceux qui restent. On les oublie peut-être un peu trop souvent parce qu'on se focalise sur ceux qui doivent quitter l'organisation, mais ceux qui restent peuvent avoir aussi un sentiment de culpabilité, par exemple, parce que dire tiens, moi, je fais partie de ceux qui restent, de peur aussi, encore une fois, de récupérer de la charge de travail, de ne pas comprendre l'organisation. Donc, dans les personnels, j'ajouterais aussi ceux qui restent, qu'il ne faut pas oublier dans ces réorganisations-là. Et Isabelle, est-ce que tu veux réagir justement sur ces populations hors population managériale, sur lesquelles elles sont et peut-être comment on les adresse, comment on les accompagne, peut-être en illustrant avec un exemple chez AXA? Oui, moi j'aurais voulu référer à peut-être ceux qui sont en dehors de l'organisation, qui sont aussi nos partenaires. Alors pour certains, ce sera les clients, ça peut aussi être les fournisseurs. Pour certaines entreprises, notamment la nôtre, c'est extrêmement important. Et donc là aussi, il faut veiller à ce que ce qui est en train de se passer soit bien compris. Donc je dirais une attention particulière pour la communication vers nos principaux stakeholders. C'est sans doute quelque chose à prendre en considération parce que sinon ils l'apprennent de toute façon et pas nécessairement de la bonne manière. Ou au contraire, nos collaborateurs reçoivent des questions et ils sont mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils peuvent dire. Donc je pense que regarder aussi en dehors de la structure de l'organisation sur ces interactions, c'est important. Donc fournisseurs, partenaires, et ça dans mon cas en tout cas, nous servons les entités d'assurance et donc leur bonne information est essentielle et puis probablement les clients finaux. Oui, effectivement. Oui. Isabelle, toujours lorsqu'on a préparé ce webinaire, tu nous disais que post-Covid, avec le télétravail, la conduite des réorganisations était un peu différente. Enfin, on l'imagine assez facilement d'ailleurs, puisque les collaborateurs comme les managers peuvent être présents ou non sur site en fonction des moments. Un mot là-dessus, comment on fait une réorganisation aujourd'hui à une époque où forcément vous avez dû mettre en place du télétravail avec un accord ou pas, peu importe, mais en tout cas un mode de travail un peu hybride et un management hybride. Ça ne doit pas simplifier les choses. Oui. Alors là c'est sûr que on a appris parce que on a lancé une réorganisation alors que la période de confinement strict venait de commencer et ça signifie qu'on a fait la réorganisation totalement à distance. Donc, on parlait tout à l'heure de passer des messages à certains collaborateurs qui perdent leur fonction. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement d'autres solutions que de poursuivre, mais en télétravail total, on s'est quand même interrogé, parce que je pense que personne n'avait jamais fait ça. Mais bon, entre ne rien faire et avancer dans ces conditions, on a décidé d'avancer. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Alors, c'est sûr que plus que jamais, on a été attentif à rester connectés les uns aux autres. Donc, les aspects de communication ont été absolument essentiels. Et le mot qui est revenu le plus, le terme anglais, c'est le care. Comment s'assure-t-on que nous soyons attentifs à n'oublier personne? Certaines personnes sont isolées sans qu'on ne s'en rende bien compte. Certaines personnes sont dans les mauvaises conditions de travail chez elles. Et en plus, elles apprennent qu'elles perdent leur job. Donc, rester connecté avec chacun d'entre eux. Là, à nouveau, on ne va pas insister, mais le rôle du management est essentiel parce que c'est eux qui ont malgré tout les liens et en ce compris la RH. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris de cette période. Donc, oui, c'est possible avec ces précautions. Et ça veut dire qu'on est en train de, malgré tout, tous, je pense, réécrire l'histoire du travail du futur en mode hybride.
puisque là, on fait le bilan que nos collaborateurs, alors qu'ils avaient déjà la possibilité de faire 2 jours de télétravail, souhaitent aller vers, en tout cas, du 50-50. Et donc, on a encouragé les uns et les autres à définir leur mode de collaboration au bureau et en dehors du bureau. Quand viennent-ils? Puisqu'on a décidé de ne pas être prescriptif au sein de coopération. Donc, on voit différentes formules qui se mettent en place et des collaborateurs qui reviennent au bureau, mais uniquement pour un but bien spécifique qui est de l'ordre de l'interaction, c'est-à-dire réunion d'équipe, accueillir les nouveaux arrivants, fêter des succès, avoir des séances de formation ou de brainstorm qui se font évidemment beaucoup plus facilement à partir du moment où on est ensemble. Donc, voilà, on est en train de vivre un grand changement, une accélération immense en raison de l'expérience qu'on a des 18 et 20 derniers mois. Voilà, donc je ne peux juste que vous témoigner de où nous en sommes et on apprend tous les jours, mais on voit qu'il y a cette volonté en tout cas de rester en mode hybride, ce qui va contribuer à l'engagement, hein, je suis persuadée. C'est ça. D'accord. Et François-Xavier, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Finalement, entre une réorganisation dans le monde d'avant et une réorganisation dans le monde d'après, qui est le monde d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ça se fait différemment? Alors, je vais essayer de faire très court. On a été un petit peu différent chez Stellion, parce qu'en fait, très tôt, on est revenu en présentiel. Donc, dès le mois de juin, on est revenu à 2 à 3 jours par semaine en présentiel, en disant que l'impact du travail pouvait être trop dommageable sur l'individu et sur le collectif. Donc le lancement de One, par exemple, qu'on a fait en janvier, n'a pas été fait à 100% en distanciel. Il a été fait pour partie en présentiel. Pour autant, effectivement, on voit bien qu'il y a une évolution de la relation entreprise, hein, une évolution de la relation autant suite au Covid. Hein. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi je reviendrai au bureau. Et donc, il faut donner une raison valable de revenir au bureau. Et une des raisons, c'est entre autres le collectif, c'est le sens, c'est le plaisir à travailler ensemble. Donc, effectivement, il faut donner une raison valable de revenir au bureau. Il faut donner une raison aussi valable de revenir dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a pu constater une sorte de distanciation à l'entreprise, entre guillemets une ubérisation. Et donc, pourquoi est-ce que je m'attacherais à cette entreprise plutôt qu'à une autre? Et donc, ça crée la question de l'identité de l'entreprise et qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur s'attache à une entreprise et a envie d'y revenir. Donc, on voit bien que le Covid a créé cette distance au temps, cette distance à l'entreprise, qu'on peut avoir une sorte de consommation d'entreprise, un peu à mode Deliveroo, on consomme une entreprise et puis ça ne nous va pas, on va vers une autre entreprise. Et donc ça questionne évidemment la mission de l'entreprise, l'identité de l'entreprise et qu'est-ce qui fait qu'on va attacher un collaborateur à une entreprise ou qu'on va faciliter l'engagement, pour reprendre le terme d'Isabelle, l'engagement d'un collaborateur dans son entreprise. Donc évidemment, ça questionne beaucoup de choses, cette période que nous venons de vivre. D'accord. Alors, il est 11h50, donc on va aborder la conclusion avant d'écouter Caroline et les questions de l'assistance. Peut-être François-Xavier, garde juste la main. Si tu avais en conclusion 3 conseils à donner à une entreprise ou un dirigeant ou un manager qui se lancerait aujourd'hui dans une réorganisation, tu lui dirais quoi? Bon, ça ne va pas beaucoup t'étonner, hein. Je vais commencer par la vision partagée, par le sens. Évidemment, savoir raconter une histoire et raconter une histoire qui embarque tout le monde, ce qui suppose d'avoir l'attention à chacun. Chacun a une motivation différente, donc pour pouvoir embarquer tout le monde dans une histoire. Première chose. Deuxième chose, faire en sorte que chacun retrouve une place ou trouve sa place dans l'organisation. Donc le qui fait quoi est absolument essentiel. Et troisième chose, donner un coup d'avance au manager. Ok, merci. Isabelle, 3 conseils également? Oui, mais je suis très très proche de ce que vient de dire François-Xavier. Tout d'abord, donner du sens, hein, donc communication, le why, hein, le pourquoi on fait les choses. Deuxièmement, rôle et responsabilité pour permettre à chacun de jouer son rôle, et ça passe parfois par un certain nombre de détails et de processus plus détaillés pour donner du confort. Et le troisième volet, c'est à mon sens la bienveillance. Le respect, voilà, comment est-ce qu'on peut malgré tout trouver une solution win-win pour l'entreprise et les collaborateurs dans ce contexte de réorganisation. Merci Isabelle.
Igor, tu as droit au mot de la fin. Donc, soit un mot de la fin, soit 3 conseils. On en aura 9 comme ça. Pour se diriger les François Xavier avant de passer aux questions avec Caroline. Ouais, bah, évidemment, en fait, je ne peux que partager ce qui vient d'être dit, effectivement, sur le sens, sur tous ces rôles-là. Moi, du coup, peut-être les conseils, en tout cas, les compléments que je pourrais avoir, je l'évoquais un peu au début, mais c'est clairement jouer à fond la carte de la complémentarité entre les métiers, la finance, la RH. Donc, c'est ensemble, encore une fois, qu'on va construire cette nouvelle organisation et accompagner cette transformation-là. C'est vraiment ensemble et c'est pas chacun isolé dans son coin, encore une fois. Deuxième sujet aussi, c'est encore une fois, c'est point assez méthodo, mais je pense que c'est voilà, on va se préoccuper, pas raisonner personne, mais vraiment raisonner poste. Et ensuite, effectivement, les personnes vont être impactées par l'évolution de ces postes-là. Et le troisième point, effectivement, bon, on a suffisamment parlé, c'est le manager, donc c'est accompagner les managers et bien évidemment les populations impactées. Donc voilà, moi, ce serait vraiment ces trois points-là que je retiendrai. Super. En plus de ce qui a été dit aussi auparavant. Tous les trois. Merci Igor. Je vous remercie déjà tous les trois, mais je vous remercierai encore dans 8 minutes. Caroline, si tu es là, je te laisse la main pour poser des questions à nos invités. On a eu pas mal de questions, donc, très intéressantes. Je vous propose une première question qui est comment on réembarque des collaborateurs qui sortent de réorganisations successives? Comment est-ce qu'on arrive à les retenir? Comment est-ce qu'on arrive à gérer la lassitude, à redonner un peu de sens à tout ça? Qui veut se lancer? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Caroline. J'avoue que est-ce que le début de ton intervention, Caroline? Comment réembarquer des collaborateurs qui sortent de réorganisations successives? D'accord. Vous concerne tous les deux, hein, donc ne vous battez pas. Non, je vais me lancer, mais c'est il n'y a pas de réponse simple à la question parce qu'effectivement on est dans une on peut avoir l'illusion clairement la transformation est un moment et ça va s'arrêter, sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai effectivement et c'est un truisme de dire qu'on est dans une accélération permanente et que ça transforme en permanence. Donc on passe de transformation en transformation et l'état stable devient l'exception. Au-delà de raconter une histoire qui est une histoire qui embarque pour un certain temps, donc un storytelling à 2-3 ans qui va ensuite se dupliquer en micro-histoire. J'ai pas de recette, si ce n'est à un moment le fait d'accompagner chacun dans une adaptation permanente. C'est-à-dire quelles sont les compétences que l'on peut donner aux collaborateurs pour s'adapter en permanence à un monde qui change tout le temps. Et donc, je pense qu'il y a à la fois ces deux éléments, en tout cas, moi, je répondrai comme ça, à la fois avoir une histoire globale qui raconte ces transformations permanentes, et ensuite comment accompagner le collaborateur dans le fait d'être bien équipé dans ces transformations permanentes en termes de compétences. Ça veut dire quoi? De devoir s'adapter en permanence à un monde qui change. C'est vrai que c'est vrai que là, en fait, les cycles se sont raccourcis. Excusez-moi, les cycles sont raccourcis. Avant, on faisait des plans stratégiques sur du plus long terme, donc on s'organisait pour suivre sa stratégie. Aujourd'hui, comme les cycles se raccourcissent énormément, on revoit la stratégie parce qu'il faut s'adapter au monde qui évolue en permanence. Et donc, du coup, il faut se réorganiser à ça. Moi, quand j'intervenais et quand j'interviens toujours dans ces missions-là, j'étais souvent interloqué, enfin en tout cas interrogé par les gâteurs qui me disaient « Ah, mais on s'est encore organisé, on s'est encore réorganisé ». Et je dis, mais en fait, c'est simple de se réorganiser. Puis encore une fois, ce monde évolue. Avant, on s'organisait beaucoup moins. Ces cycles étaient beaucoup plus longs, donc on s'organisait pendant 5 ans pour une stratégie. Aujourd'hui, voilà, vu qu'il faut se réaligner en permanence sur la stratégie qui évolue en permanence, forcément, effectivement, il faut se réorganiser. Et le message, il est là. C'est-à-dire, c'est pas on s'organise parce que ça ne marchait pas avant, c'est parce que le monde évolue, que la stratégie évolue, donc on doit adapter son organisation par rapport à cette évolution-là. Et donc, on s'organise. Mais c'est simple de se réorganiser. Vraiment, c'est ça. Oui. Oui, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut accepter que c'est le mode de fonctionnement de la majorité des entreprises. C'est une forme d'acceptation ou quelque part, j'ai même envie de dire, un deuil de la stabilité. Voilà, la stabilité devient presque l'exception et ça, il y a une forme de digestion qui doit se passer. Donc, c'est devenu une normalité. Alors, ceci étant, en tout cas pour parler de mon expérience, c'est qu'on a essayé de regrouper les réorganisations en 2 périodes par an.
pour donner de la perspective, en disant voilà, on réorganise à tel moment, et à tel moment la nouvelle organisation est en place, et rien ne va se passer avant cette deuxième période de l'année. Donc voilà, deux par an. Et ça aide quand même à savoir à quel moment les choses vont changer, en tout cas. Ça crée presque une routine. Oui. Oui. Et puis, il faut pas, en tout cas, quand on réorganise, il y a quand même beaucoup de conséquences dans les outils. Et donc, si les outils changent en permanence, ça déstabilise énormément. Tandis que quand on a 2 moments clairs dans l'année où on sait que voilà, ces 15 prochains jours, les outils vont être adaptés, bon, ça évite un sentiment de chaos. De dire mais il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est mal fait, c'est pas bien géré. Donc voilà, deux moments de réorganisation par an. C'est pas facile non plus, parce que ça veut dire qu'il faut dire au management que leurs réorganisations ne vont pas pouvoir être toutes passées au moment où ils le voudraient. Mais bon, voilà. Prendre son ticket. Pardon. Caroline. Allez, une autre. Comment est-ce qu'on accompagne justement le changement de posture des managers? Comment on passe de la posture de superviseur technicien à la posture justement de manager coach? Et comment est-ce qu'on les accompagne à avoir le courage managérial que nécessite la transformation? Il va falloir plus de 3 minutes. Alors, j'ai concaténé plusieurs questions. Oui. Comme ça. L'un de vous, peut-être, pour prendre plusieurs en même temps. Donc, il faut commencer par le dire clairement. Il faut qu'il y ait un cadre de référence où il est clair, ce qui est attendu est clairement exprimé. C'est 1. 2, le manager doit être pris en main en termes de développement dès son premier poste de management. Donc, il y a certainement déjà un programme qui doit être dédié aux nouveaux. Ensuite, le leadership doit également s'impliquer pour faire passer les messages de manière consistante autour des attentes. Et puis, tous les aspects de coaching, vraiment vers des séances de développement en présentiel idéalement, travailler ensemble autour de ça veut dire quoi cette posture de management. Tout ça, ça contribue à une culture managériale forte, mais ça ne se fait absolument pas en un an. Il faut plus que ça. On prend une autre question. On doit tout le temps recommencer en plus. En plus, il faut tout le temps recommencer. Une autre question, Caroline? Oui, on va faire une dernière question, je pense, qui est un peu plus spécifique. C'est comment est-ce qu'on anticipe le repositionnement de collaborateurs quand il y a la ligne métier disparaît, notamment dans le cadre d'un offshoring, un transfert de compétences à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut anticiper ce type de transformation? Et est-ce qu'on peut l'anticiper? Là, je me lance. Donc, on n'a pas fait, donc je peux pas dire, je peux dire pratiquement. Non, à la réponse que j'aurais envie de faire, c'est la GPEC. D'une certaine manière, je pense qu'il y a forcément, même si on n'est plus dans les plans quinquennaux, il y a forcément quand même une vision en 2030 vers quoi on s'oriente. Et quelles sont les évolutions des métiers, même si on sait que c'est compliqué, que ces évolutions de métiers sont compliquées à décrypter. Et donc, il y a forcément un travail de projection à faire. Ce travail de projection doit nous permettre, à 2-3 ans, de dire qu'il y a des lignes de métiers qui sont en développement, qui sont en croissance, qui sont en décroissance, et donc d'anticiper ces mouvements et ces disparitions de métiers, et donc derrière, d'anticiper tous les travaux de mobilité, formation, déplacement d'un métier vers un autre, parce qu'il y a des métiers qui disparaissent et d'autres métiers qui apparaissent, et c'est normal, et c'est la transformation, et c'est la loi de la transformation. Donc j'aurais tendance à dire que ça s'anticipe, ça se prépare, ça se dit, il ne faut pas le cacher, il faut aussi avoir le parler vrai dont parlait Isabelle tout à l'heure. Et moyennant ces différentes conditions, je pense qu'on peut accompagner ces transformations qui peuvent être vécues comme étant douloureuses. On peut les accompagner avec bienveillance et efficacité. Ok, merci beaucoup. On est au bout de notre webinaire pile poil à midi, on vous a pas menti au début. Donc je vais remercier toute l'assistance pour sa présence, son écoute, ses questions passionnantes. Je pense qu'il y en avait d'autres malheureusement, mais on n'a pas pu les traiter. Je remercie évidemment nos invités, Isabelle, François-Xavier, Igor, et puis Caroline et Judith pour leur aide. Et puis je vous souhaite
bonne journée. Alors, des événements comme ça, on en fait beaucoup. On produit beaucoup de prospectives, beaucoup de recherches, etc. Donc, je vous invite à aller régulièrement, ou tout simplement nous suivre sur LinkedIn. Comme ça, vous saurez ce qui se passe, vous saurez ce qu'on organise. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end à suivre, ensoleillé, manifestement. Et à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.